La parole est à notre collègue Madame Sylvie Robert. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, 2015 aura marqué un tournant dans la vie démocratique de la France. Ciblée à de nombreuses reprises, attaquée dans sa chair, elle a vu ressurgir les affres du terrorisme. Innocent, le peuple a été touché dans sa pleine diversité. La barbarie s'est abattue avec fracas sans faire cas de l'âge, du genre, des convictions de chacun. Et la France a tristement redécouvert son visage. L'objectif était bel et bien de défier lâchement et cruellement ce que nous sommes intrinsèquement, culturellement, ce que nous représentons en tant que société plurielle et ouverte. Nous avons tous vacillé, incrédules devant des scènes dont nous n'avons nulle habitude, abasourdis par une violence sans limite, traumatisés par une terreur qui nous était inconnue. Cependant, nous nous sommes collectivement relevés et nous continuons à réagir, à agir, comme en témoigne la vitalité des débats autour de la recherche de l'équilibre subtil entre protection de la nation et sauvegarde de nos libertés publiques. Nous n'avons pas dérivé vers le silence craintif de ceux qui n'osent plus s'exprimer. Nous ne nous sommes pas résignés à courber l'échine devant cet obscurantisme. D'ailleurs, l'Europe fait aussi face à ses propres obscurantismes. La menace d'un repli identitaire matiné de populisme assombrit l'horizon. Dans certains pays d'Europe centrale, des journalistes accusés de manquer d'objectivité et d'impartialité sont constamment mis sous pression lorsqu'ils ne sont pas débarqués. La liberté des médias, qui a été conquise de haute lutte, se retrouve ainsi mise en cause. D'autres entraves à la liberté sont en passe d'être concédées. Est-ce fidèle à la communauté de valeurs sur laquelle s'est construite l'Europe? Est-ce fidèle à l'idéal et à l'espoir de nos pères fondateurs? Aujourd'hui, l'édifice inspiré par la philosophie des Lumières et l'ambition pacifiste de l'après-guerre vacille. Sur l'ensemble du continent européen, le sens de la valeur liberté, décliné sous tous ses jours, se perd. Et quelle liberté, peut-être la plus impérieuse, subit les assauts répétés d'idéologies qui souhaiteraient enfermer les consciences? La liberté d'expression, qui sert de point de ralliement à tous les contempteurs d'un modèle de société tolérant, fondé sur la dialectique et la raison. Alors oui, la liberté ne peut être absolue, mais il est malheureux de constater que des raisons spécieuses et pernicieuses sont invoquées quotidiennement pour restreindre son effectivité. On ne peut pas aujourd'hui ne pas penser à tout ce qui fonde cette réalité qui nous entoure. Alors dans ce cadre, l'examen du projet de loi relatif à la liberté de création a bien sûr une résonance toute particulière. Il ne s'agit plus uniquement d'un texte comportant diverses propositions qui ont trait au secteur culturel, à la protection du patrimoine et à l'architecture, mais c'est aussi la question d'un engagement pour la démocratie, à l'image de la formulation de l'article 1er qui proclame solennellement que la création artistique est libre. Eu égard au climat général décrit précédemment, aux dégradations répétées d'œuvres subversives, aux atteintes à la personne, à l'encontre d'artistes, dont le seul crime serait de nous pousser à nous interroger, de nous déconcerter jusqu'à nous choquer, il se révèle plus que nécessaire d'ériger en préambule ce principe universel. Je tiens ardemment à vous saluer, Madame la Ministre, pour cette initiative. Sur ce point, je proposais d'ailleurs un amendement afin de conférer une portée véritablement normative à ce principe. Car si je crois en la force des valeurs, je crois également en la légitimité de sanctions proportionnées. C'est pourquoi je soumettrai à votre sagesse l'idée d'une sanction pénale au cas d'entrave aux libertés de création et de diffusion artistique, peine qui serait analogue à celle qui est prévue en cas d'entrave à l'exercice de la liberté d'expression, d'association ou de réunion. Ce parallélisme des formes, loin d'être anodin, aurait un impact concret. Il permettrait notamment de sortir de l'impunité certains qui jouissent notamment des groupuscules extrémistes qui se sont spécialisés dans la réinterruption de spectacles ou de pièces de théâtre sans être pour autant inquiétés par la justice. La liberté de création mérite d'être un droit effectif et pas seulement déclaratif. Face aux dérives précitées, les artistes ont donc besoin d'un soutien politique affirmé et sans ambiguïté. Souvenons-nous du temps où ils ont risqué leur vie au titre de cette liberté de création, au titre de pouvoir évoquer le monde comme ils l'entendaient, en jetant leurs sentiments et leurs visions dans l'acte créateur. L'artiste a toujours revendiqué son droit de déranger, et ce droit lui est inaliénable. Pourtant,
L'actualité récente souligne avec quelle acuité ce droit aujourd'hui lui est contesté. Dans un contexte économique moins favorable et marqué par une nouvelle phase de décentralisation suite à l'adoption de la loi NOTRe, qui consacre la culture comme compétence partagée, il est essentiel de rassurer les artistes et de les prémunir autant que faire se peut d'un désengagement qui entraînerait l'annulation de projets. C'est l'un des aspects d'une politique culturelle publique moderne. Si les commandes publiques existent toujours, il est surtout attendu des pouvoirs publics qu'ils mettent tout en œuvre pour créer les conditions, notamment financières, d'exercice propices à l'épanouissement et à l'activité des artistes. Ceci implique de réfléchir à l'ensemble des enjeux qui concernent l'artiste, de sa formation à son insertion professionnelle, de sa participation à la vie de la cité et à la valorisation de ses œuvres. À cet égard, l'article 2 énumère un nombre important de ses finalités. C'est une avancée notable. Notre groupe a souhaité le réécrire pour en organiser un peu plus clairement les grandes missions. Dans cette même optique, tout un titre était enfin dédié à la création et à la qualité architecturale. Même si les dispositifs étaient imparfaits d'un point de vue législatif, ils pouvaient être améliorés. Et presque la totalité des articles portant sur l'architecture a été supprimée en commission. On en oublierait presque même le titre du projet de loi comprenant quand même le thème architecture. Sans surprise, vous imaginez, le groupe socialiste va donc déposer une série d'amendements qui a pour objet de replacer la problématique architecturale au cœur de ce projet de loi. Elle est nécessaire, et plus que jamais aujourd'hui, lorsque les villes se reconstruisent sur elles-mêmes, lorsque l'économie du foncier induit une maîtrise des formes urbaines, quand les paysages habités dessinent de plus en plus notre environnement. Nous devons susciter l'envie d'architecture, tout en ayant la lucidité nécessaire à son recours lorsqu'elle est opportune. D'autre part, j'aimerais ouvrir un sujet en débat sur lequel certains de mes collègues, et notamment Jean-Pierre Sueur, qui est là, ont beaucoup travaillé, celui des entrées de ville et des zones d'activité commerciale. Il devient littéralement terrifiant de mesurer l'absence d'esthétisme et d'intégration de ces zones dans le paysage urbain. D'ici la seconde lecture, peut-être pourrions-nous trouver ensemble un mécanisme législatif expérimental, par exemple, qui serait de nature à remédier à ce qui constitue quand même une défiguration de la ville et de notre environnement. Enfin, une politique de service public n'a que peu de sens si elle ne se soucie pas des personnes. Créer est unique, diffuser est impératif, mais permettre le partage, la rencontre avec le plus grand nombre est une nécessité. L'intérêt d'une création, indépendamment de sa valeur en soi, est nul si elle demeure cachée aux yeux du plus grand nombre. Ce qui en fait son ultime richesse, c'est son appropriation par tous. Il me semble qu'en termes de politique publique, nous sommes aussi rentrés dans une nouvelle ère. Il n'est plus seulement pertinent de raisonner seulement en termes d'offres et de démocratisation culturelle, sans négliger bien sûr ni renier l'apport constant d'une telle politique qui reste fondamentale. Il est tout aussi indispensable de mieux reconnaître l'identité et la diversité culturelle des individus, ce que recouvre justement le concept de droit culturel que je souhaite vivement voir figurer dans l'article 2 de ce projet de loi. C'est affaire de démocratie culturelle, c'est affaire de partage, de rencontre et de participation. Tout un nouveau champ d'investigation s'ouvre ainsi pour les politiques publiques culturelles, dictées par l'évolution sociétale de plus en plus globale et de plus en plus horizontale. À ce titre, je crois que c'est précisément une politique publique de la culture forte et porteuse de sens qui peut permettre de lutter contre les funestes phénomènes auxquels la République et l'Europe sont confrontées. Bien évidemment, l'action publique en matière d'éducation et de culture ne sera jamais tonitruante. Loin des éclats d'un jour, elle agit sur le long terme, imperceptiblement, et les fruits récoltés ne sont mûrs qu'après une période incertaine. Mais oui, la culture est source d'émancipation individuelle et collective, source de liberté une fois encore. C'est pourquoi, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous devons prendre la mesure de notre responsabilité collective pour faire progresser ce texte, même si l'on sait que les grandes mutations sociétales actuelles requestionnent en permanence les enjeux. Mais comme le disait René Char, l'inaccompli bourdonne d'essentiel. Merci.